Pour cet exposé assez exhaustif des différentes missions du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que tu as démontré ce soir qu'on a trouvé notre premier ministre des Affaires étrangères. Ouais. Non, mais il peut être ministre sans être député. Oui. Pour mettre en marche le processus. Alors, nous allons maintenant passer aux commentaires de nos invités. Je vais commencer avec Louise Baudouin. Chaque commentaire doit tenir dans 15 minutes maximum. J'ai lu ma montre. Très bien. Alors, Denis, merci. Gilbert Paquette, tous les amis qui sont ici, Martine, Moëllette, avec qui j'ai siégé pendant quelques années. Pourriez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Faut que je parle plus fort? Un peu? OK. Je t'aiderai. Alors, je vais prendre quelques minutes pour donner quelques précisions quand même, qui me semblent importantes avant de commenter plus directement le texte de Daniel. Alors, la précision première, c'est que les 33 représentations, c'est pas dans 33 pays, hein, pour que ce soit bien clair. Parce qu'aux États-Unis, il vient d'avoir 5 ou 6 représentations. Alors, on ne couvre même pas 33 pays. Puis même en Allemagne, je pense qu'il y en a 2. Une antenne à Berlin, puis bien sûr à Munich, qui est devenue une délégation générale. Alors donc, il n'y a pas 33 pays qui sont couverts. Il y en a peut-être, je ne sais pas, 28, quelque chose comme ça. Alors, ça donne encore plus l'ampleur de ce que ça devra représenter. Je vais donner une précision, parce que Daniel disait, et c'est vrai, que les gouvernements du Parti québécois n'ont pas travaillé sur la politique internationale de Québec indépendant. M. Parizeau, quand il m'a demandé de revenir au Parti québécois, parce que j'avais été battu 3 fois, je me suis dit peut-être que je peux arrêter ma carrière politique, là. Et M. Parizeau est venu me chercher en 89. J'étais à Téléfilm Canada à l'époque. Et j'ai démissionné au moment de Meach pour vraiment reprendre totalement ma liberté, bien évidemment. Mais depuis 89, je travaillais avec M. Parizeau et il préférait avoir un comité de relations internationales parallèle même à celui du Parti québécois. Alors, on travaillait avec M. Parizeau directement, et je vais vous nommer 3 autres membres de ce comité-là, Yves Michaud, François Aquin et René Marleau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu René Marleau, mais il s'occupait des États-Unis, parce que moi, j'ai dit, M. Parizeau, je ne m'intéresse pas franchement, puis je ne connais pas assez le système américain. Je vais être inutile, je vais être incompétente. Mais j'ai dit, je vais m'occuper de la France, ça c'est sûr. Puis avec Yves Michaud, on faisait un duo d'enfer. J'imagine bien. Bon. Alors, c'est donc une décision en ce qui concernait, en tout cas, M. Parizeau, quand on a commencé à travailler, faire ce comité-là. Puis Anne Légaré était présidente du comité officiel du Parti québécois. Puis en effet, Daniel a retrouvé ce qu'elle a présenté, puis qui était très intéressant. Mais je ne suis pas sûre que bien connu M. Parizeau savent qu'il mettait plusieurs billes dans des paniers différents. Et puis que ça donnait d'excellents résultats, finalement, parce que il y avait plusieurs sources, en quelque sorte, d'informations, puis il procédait de cette façon-là. Alors, Daniel, les universitaires, moi j'y croyais beaucoup quand j'étais ministre des Relations internationales. La preuve, tu l'as dit, on a travaillé ensemble, mais avec Christian Debloc, Dorval Brunel, donc des universitaires de l'UQAM, qui étaient au CIM de l'UQAM, que le CIM existe encore. Christian Debloc, d'ailleurs, je le vois encore. Alors, c'est très important, en effet, ce que tu dis par rapport aux universitaires quand tu es ministre, d'avoir ce lien. Il y a 2 liens importants, que tu sois ministre de la Culture ou ministre des Relations internationales, avec les universitaires et avec la société civile. Quand tu es ministre de la Culture, si tu n'aimes pas la culture et que si tu n'es pas en phase complète avec le milieu culturel, tu vas bien évidemment nulle part. Mais aux relations internationales, on n'avait pas de clientèle en quelque sorte, mais
avec les universitaires, l'Observatoire, en d'autres termes, l'Observatoire de la mondialisation, j'ai fait passer une loi que les libéraux ont abolie immédiatement après leur arrivée, donc en 2003, mais un observatoire de la mondialisation, et ça, on l'avait monté avec les syndicats, avec la société civile, et puis avec les universitaires, pour donner, moi je disais toujours oui, mais à la mondialisation. Daniel et moi, on a d'ailleurs voulu former un groupe à l'intérieur du Parti québécois, comme genre spéculé, ça s'appelait? Oui. Nous, on voulait un groupe altermondialiste, Daniel et moi. Et puis, au moment où on a voulu le créer, ben, ces groupes-là ont tous été abolis au Parti québécois. Donc, on est rentré dans le rang, puis on n'a pas fait notre groupe. Mais c'était ça l'idée de l'Observatoire de la mondialisation, créé par le ministère des Relations internationales, de donner un avis, je veux dire, différent de la mondialisation heureuse, n'est-ce pas, qui était assez en vogue au cabinet. M. Landry lui-même. M. Landry lui-même. Alors donc, moi, on mettait, nous, notre bémol, et donc on a créé cet observatoire de la mondialisation, mais qui n'a pas eu le temps de vraiment fonctionner à plein régime. Alors, ce que je voudrais vous... La dernière précision, c'est que c'est vrai que, personnellement, je n'ai pas fait de politique internationale, mais avec Jacques Vallée. Jacques Vallée, qui était un intellectuel, qui était mon sous-ministre associé au ministère des Relations internationales. On a fait un plan d'action 2001-2004 et qui avait pour moi une grande valeur. Je l'ai encore à la maison et puis ça faisait office pour moi de notre politique internationale. Alors, je vais dire à Daniel que je vais parler, moi, comme une praticienne, je ne suis pas une universitaire, alors mais je les ai pratiquées, les relations internationales du Québec, pendant très longtemps. À partir de 1972, première visite de René Lévesque en France. M. Lévesque voulait aller aux États-Unis. Non, on va aller en France parce qu'il y a plus d'avenir pour la reconnaissance internationale, qui était notre objectif au Parti québécois dans les années 70, compte tenu du référendum qui s'en venait, puis surtout avec M. Parizeau, en 1995, donc la reconnaissance internationale. Je me suis pris une petite note pour dire, c'est en amont de ce dont Daniel nous a parlé, mais que c'est essentiel, ça ne sera pas automatique. Moi, je ne crois pas que ce soit automatique. Alors, ma petite note, j'ai dit, donc j'imagine, à la reconnaissance internationale, que le PQ s'occupe activement, actuellement, comme nous l'avons fait, donc, entre 72 puis 95, Lévesque, Parizeau, toujours avec le Bloc, d'ailleurs, toujours avec le Bloc québécois. Il ne faut jamais oublier, je veux dire que le Bloc québécois, quand même, a une importance dans tout ça. Alors, ça, je crois qu'il faut, parmi les enjeux concrets, là, qui sont devant nous, la reconnaissance internationale. Comment on fait? Moi, je sais ce qu'on a fait à l'époque, bon, et ça n'a pas été simple, les amis. Ça n'a pas été simple, c'est pas vrai. Puis quand on est rentré, j'envoyais moi dans le bureau de Mitterrand pour en sortir aussitôt parce qu'on voulait que le président, parce que M. Parizeau voulait être en tête à tête avec François Mitterrand, c'était quand même important. Là, on est en 93, on n'est pas encore au pouvoir, il est chef de l'opposition, je lui obtiens ce rendez-vous donc avec François Mitterrand. Et l'idée, c'était que la gauche et la droite, parce qu'on était un gouvernement de cohabitation à ce moment-là, avec Alain Juppé comme ministre des Affaires étrangères, ça ne nous inquiétait pas. Les gaullistes, la droite, parce qu'à l'époque, c'est plus du tout des gaullistes à droite en France, là. Je veux dire, Michel Barnier est peut-être le dernier des Mohicans qui peut se réclamer, en effet, d'une filiation gaulliste quelconque. Mais c'était des gaullistes. Alors, bon, avec Philippe Séguin et nous autres, on ne s'inquiétait pas. Mais on s'inquiétait de la gauche. Parce qu'on souhaitait que ce soit consensuel. On voulait que ce soit consensuel, que ça ne devienne pas un enjeu partisan en France. Parce qu'évidemment, on pensait, puis M. Parizeau, dans son grand jeu, pensait lui aussi qu'il fallait donc que la France se commette. Et qu'à partir du moment où la France, donc unanime, se commettrait, moi j'étais sûr, je disais à M. Parizeau tout le temps, écoutez,
les citoyens français, je veux dire, ils ne perdront pas le vote parce qu'ils disent dans un parti politique, là, puis à la présidence de la République ou à Matignon, qu'ils vont appuyer Québec indépendant, qu'ils vont le reconnaître. Donc, il n'y avait pas cet enjeu-là, mais il y avait l'enjeu partisan. On voulait que ce soit transpartisan. Et ça a été notre grande réussite. Mais ça ne s'est pas fait la veille, là, ça s'est fait, là, en labourant ce terrain-là, je veux dire, continuellement. Moi, ça a été ma préoccupation principale. Il faut qu'immédiatement, on ait cette reconnaissance-là. Bon, dans la question référendaire en 1995, il était dit qu'il y avait des négociations avec le Canada, mais qu'au bout d'un an, ben oui, si ça ne marchait pas, qu'on la déclarait unilatéralement, l'indépendance. Et de toute façon, on voulait que la France, le soir même, émette un communiqué, qu'on sait lequel communiqué ils auraient mis, là, c'était dans des... Il y avait Jacques-Yvan Morin qui était là en mission. Il y avait Jacques-Yvan était sur place. Sur place. Sur place. Jacques-Yvan Morin a été un formidable ministre des Relations internationales. Un formidable ministre des Relations internationales. Et la difficulté qu'il y a eu est à l'intérieur du Parti québécois. Alors, je n'élaborerai pas de... Voilà. Mais, voilà, c'était mes quelques questions. Daniel, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Beaucoup de choses intéressantes. Tu parles même d'une identité internationale. Dans le fond, quand tu parles de tes orientations, puis de ce qu'on représenterait, etc., il y a notre identité nationale, puis il y a notre idée qui se projette dans une identité internationale. Pour moi, c'est bien important. Et tu as raison de dire qu'on ne part pas de rien, c'est bien évident, mais c'est bien évident aussi qu'il faut prendre, quand on parle de reconnaissance internationale et de notre politique étrangère dans un Québec indépendant, que tous les principes dont tu as parlé, j'en suis d'accord, comment ça s'appliquera dans le monde dans lequel on se trouvera quand ça arrivera. Il ne faut pas oublier la géopolitique qui est en train de changer radicalement. On était à l'époque, même en 1995, dans un monde relativement stable. Mais là, moi, je vois le chaos. Je ne sais pas, je peux me tromper, là, mais ce que je vois, c'est le chaos. Changement de paradigme, la Russie, la Chine, peut-être avec l'Iran, je dirais un axe très, très particulier. Puis les États-Unis, plus imprévisible que ça, c'est pas croyable, là, dans un sens. Mais je ne vois rien de beau et de bon venir au sud de notre frontière. Alors ça, il faut le savoir, il faut le prendre en compte, puis il faut faire ce qu'on doit faire. L'ASEAN, tu en as parlé, mais je vais dire quelque chose là-dessus. C'est l'accord de libre-échange, donc avec le Canada et les États-Unis, qui a été renégocié et qui doit être renégocié en 2026. Et je ne serais pas étonnée que Trump décide d'y aller plus rapidement, de réouvrir la négociation avant 2026, date de l'échéance. Mais de toute façon, 2026, ça va être avant les élections québécoises. Et là, on risque de perdre deux choses. Il y en a peut-être 36, là, mais moi, il y en a deux qui m'inquiètent fortement. La gestion de l'offre, et je vois que le Bloc québécois a compris ça, mais aussi toute la question de la culture et de la langue, c'est-à-dire de l'exception culturelle, à mon avis, à Ottawa, parce qu'il va menacer. Hein, on le connaît, là, lui, c'est le règne de la menace, Donald Trump. Qu'est-ce que le Canada, s'il est en pleine renégociation en 2026, va lâcher, et sous la pression américaine? Vous pensez qu'Elon Musk, lui, a bien envie qu'il y ait une réglementation, qu'on dompte un peu la mondialisation culturelle, et puis qu'on fasse en sorte que notre culture et notre langue soient exemptées, parce qu'il faut de la diversité linguistique et de la diversité culturelle, il faut les deux. Nos seuls alliés sont en Europe, d'ailleurs, c'est l'Europe en entier. Ça, il nous faut des alliances internationales. Mais si l'accord est renégocié avant qu'on prenne le pouvoir en 2026, ben, je crois que là, il y a toute une question qui se pose sur la façon dont on va y arriver. On peut, j'espère, mais il va falloir se battre, là. Il va falloir se battre dans la rue, là. Pas avec Trump, là, dans la rue, là. Mais nous autres descendre dans la rue pour faire en sorte qu'Ottawa ne lâche
pas ce morceau-là. J'imagine que les agriculteurs, ceux que je connais en tout cas, sont assez revendicateurs, puis ils ne veulent pas lâcher ça. Il faut que le milieu culturel, dans son ensemble, je veux dire, soit aux aguets. Daniel, je te pose une question, tu y répondras peut-être à un moment donné. Faut-il prendre pour acquis, puis là je te cite, là, qu'un Québec souverain, là je te cite, sera lié automatiquement à un nombre significatif de traités en raison des règles de la succession d'État? Est-ce qu'on ne serait pas mieux de faire un inventaire, quand même, puis de dire, ben, la succession d'État, peut-être que tout ça, je veux dire, arrive sur notre table, mais peut-être qu'il faut faire un inventaire, puis qu'il y a des choses, justement, qu'on ne voudra pas accepter et qu'on va renier, que ce soit notre droit souverain, justement, que de le faire. Le budget, là, je veux juste vous dire un mot en terminant, là, il me reste deux minutes. Donc, le budget. Le budget de la santé, les amis, c'est 50% du budget de l'État, à peu près, au moment où on se parle. Ça montait, ça monte. L'éducation, la famille. Mais là, ce qui reste à la culture, au moment où je vous parle, c'est 1%. Et puis au MRI, c'est 0,007 à peu près, ça doit être ça. Alors, en faire une priorité, je peux vous le dire, que ce soit pour la culture, parce que j'étais ministre de la Culture, et puis au ministère des Relations internationales, mais là, tu sais, 50% à la santé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Bon, on va récupérer d'Ottawa des milliards. Les dédoublements, bon, c'est peut-être que là, il va y avoir une cagnotte à quelque part qu'on va pouvoir redistribuer plus équitablement à travers les différents ministères. Alors, voilà. Alors, oui, je pense que j'ai pris des tout au long que Daniel parlait, puis je pense que j'ai tout couvert. Juste une chose, quand tu es ministre des Relations internationales aujourd'hui, c'est un rêve de devenir ministre des Affaires étrangères, un rêve que je ne réaliserai pas là, à l'âge que j'ai là. Mais le tiers de mon temps passait dans des bagarres avec Ottawa. Daniel l'a évoqué, mais je veux dire que ce soit sur le sommet de la francophonie, que ce soit sur la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Et notre seul allié, je vous le dis, du début à la fin, jusqu'à aujourd'hui, ça a été la France. Et là, on ne compte pas sur Macron non plus. Là. Merci Louise pour cette